Donc nous sommes réunis pour aborder la construction des diagrammes potentiels pH. Un diagramme qui n'est pas encore sur ma chaîne YouTube. Le plus simple, c'est après l'eau, diagramme de stabilité de l'eau. Il y a 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est le diagramme du fluor. Alors, je vais y aller doucement. On va intituler d'ailleurs la vidéo « Enfin, je comprends les diagrammes potentiels pH ». C'est un leitmotiv sur ma chaîne YouTube. On va y aller doucement pour que vous compreniez bien les bases de la construction des diagrammes potentiels pH, puis diagrammes de Pourbet lorsqu'ils sont appliqués aux méthodes de transition. En particulier la notion, bien sûr, de répartition des espèces. Donc le fluor, ça vous parle, hein. Vous savez que c'est un élément Z égale 9. Sa caractéristique que tout étudiant en chimie doit connaître, hein, c'est que c'est l'élément le plus électronégatif de la classification périodique. Donc si on s'intéresse à ses propriétés redox, on s'attend évidemment à un potentiel très élevé. Vous voyez, c'est un oxydant ultra fort. Il gagne tous les combats. Dans la nature, il existe sous forme de petites molécules F2. Ça aussi, vous êtes censé le savoir suite au cours de liaison et molécules. Oui. Si vous construisez le diagramme d'orbital moléculaire du fluor, vous voyez que la petite molécule F2, elle est stabilisée par le positionnement des électrons dans ce type de diagramme. Comme H2, comme N2, comme O2, comme F2. Toutes ces petits atomes-là sont par 2. Okay, et ça, ce n'est pas le sujet de ce cours aujourd'hui, mais vous le savez, il y a des raisons. Bien, alors, dans la nature, vous n'allez pas trouver de fluor comme ça, parce que comme c'est l'oxydant le plus puissant, dans la nature, vous allez souvent le trouver sous sa forme réduite, évidemment. C'est F-. Mais néanmoins, quand on fait de l'électrochimie, on peut se poser la question d'une représentation graphique en fonction du pH, ce sera X, du potentiel de ce couple. Est-ce que c'est simplement quelque chose de constant ou est-ce que c'est quelque chose qui va dépendre à un moment ou à un autre du pH? Alors, pour répondre à cette question, avant de faire quelques calculs, basés essentiellement sur l'équation de Nernst, il faut se poser la question, et c'est comme ça que je vous propose de toujours aborder les diagrammes potentiels pH, c'est de vous demander dans un premier temps sous quelle forme ces deux espèces du fluor, F2, degré d'oxydation 0 évidemment, F-, degré d'oxydation moins 1, sous quelle forme ça existe. Alors le fluor, F2, si vous regardez dans la littérature scientifique, on ne vous dit pas que ça change en fonction du pH. Okay, le fluor F2, donc le fluor au degré d'oxydation 0, quel que soit le pH, c'est toujours F2. Ok, donc on va mettre F2 partout ici. C'est quelque chose qu'on va souvent retrouver. Regardez les autres diagrammes potentiels pH. Par exemple, dans les diagrammes de Pourbet avec les métaux, le fer, le cuivre, le nickel, le métal ne change pas de forme en fonction du pH. Oui, le fer 0 reste toujours fer 0, fer métal, quel que soit le pH. On est d'accord? Donc, ou sinon, on vous le dirait, il y aurait des données en lien avec ça. Maintenant, F-, ben là, ça va être un tout petit peu différent. Pourquoi? Eh bien, il se trouve, et d'ailleurs, contrairement à HCl, qui est un acide fort, et donc Cl- est une base négligeable, F- est une base faible. Oui, ça veut dire que HF, vous le savez, est un acide faible. Donc quand vous avez un équilibre acide faible, base faible, eh bien, il y a un diagramme de répartition des espèces. Je vais vous le remontrer encore une fois, mais on a déjà fait ça au moins 15 fois avec vous. Donc à force, ça doit rentrer. Donc je vous rappelle que quand vous avez un acide faible qui réagit sur l'eau, vous avez un équilibre faiblement dissocié qui est celui-là. D'accord?
C'est bon? Donc vous savez que les équilibres acido-basiques faibles sont représentés en thermodynamique par des Ka, constantes d'acidité. Donc si vous regardez dans la littérature, si vous cherchez HF F-, vous trouverez que le pKa vaut 3,2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pKa 3,2? Ça veut dire que le Ka vaut 10 moins 3,2, hein, vous vous souvenez, par définition. Et donc le Ka, ça vous le savez écrire, hein, ben c'est quoi? Cet équilibre F- fois H3O+, divisé par HF non dissocié. Je n'écris pas l'activité de l'eau, puisque nous sommes dans l'eau, et l'activité de l'eau, c'est égal à 1. OK? Donc, c'est l'écriture classique d'un Ka. Et c'est important pour vous hein, de savoir réécrire ça systématiquement jusqu'au jour où c'est tellement habituel que tout de suite, vous verrez que, évidemment, la frontière de la répartition des espèces, évidemment, c'est pH 3,2. Mais je vais vous le remontrer encore une fois. Quand on a l'habitude, on voit tout de suite. Donc, avant 3,2, l'espèce prédominante, c'est HF, la forme acide. Après 3,2, la forme prédominante, c'est F-. Alors, on va le refaire, faire le calcul encore une fois. Oui. Donc, regardez, si je vais garder le rapport F-HF seul, donc ici, je divise mon équation par H3O+, concentration de H3O+. Je peux aisément, hein, dans l'eau, la concentration de H3O+, elle n'est jamais nulle. Hein, donc on peut diviser par quelque chose dont on sait que c'est jamais égal à 0, en passant. Et donc ça fait F- sur HF. OK? C'est ce rapport qui m'intéresse, parce que ce rapport, c'est ça qui m'indique la répartition hein, majoritaire des espèces. Vous voyez bien que lorsque la concentration en H3O+, vaut 10 moins 3,2, ça veut dire pH égale 3,2. Ce rapport est égal à 1, et donc il y a autant de F- que de HF. Vous êtes d'accord? C'est évident, mais il faut que vous l'écriviez. Parce que mon expérience montre, ça fait 20 ou 30 ans que j'enseigne ça, les étudiants me disent oui comme ça, mais en fait dès que je leur demande de poser le calcul, ils ne savent pas le faire. Donc ça veut dire non. Alors, 3,2, on va se positionner par là. Ben, si je suis, je sais pas, ici à pH 10, c'est quoi l'espèce prédominante? Ben, on regarde. Hein. Si ici, pH 10, ça veut dire concentration de H3O+, 10 moins 10, vous êtes d'accord? Donc 10 moins 3,2 divisé par 10 moins 10, ça fait 10, 6,8, sauf erreur de ma part. Donc ça veut dire que ce rapport, vous voyez, c'est presque 10 puissance 7. 10 puissance 7, c'est un grand nombre, hein, on est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est F- qui est largement majoritaire par rapport à HF. Oui? Donc ici, vous voyez, sans aucun doute, vous pouvez écrire que l'espèce prédominante, c'est F-. Et évidemment, hein, on ne va pas le refaire. De l'autre côté, en milieu très acide, c'est HF. Oui? Si vous avez pH égale 0, par exemple, H3O+ égale 1, 1 mol par litre, vous voyez bien que le rapport vaut 10 moins 3, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de HF que de F-. Oui? Le rapport entre les deux, c'est 10 moins 3,2. Et donc, systématiquement, quand on construit des diagrammes potentiels pH, eh bien, on agrandit cette zone-là. On se pose la question, eh bien, dans l'écriture hein, qui va venir des équilibres, des demi-équilibres redox, il faut que je tienne compte de la prédominance des espèces. Donc, globalement, dans mon diagramme, il va y avoir deux zones. Une zone avant pH 3,2 et une zone après pH 3,2. Oui? Et il faut qu'on fasse les calculs dans les deux zones. Vous allez voir, dans ce cas-là, c'est très simple. Ok, donc, on va s'intéresser à ça. Vous allez voir, on va le faire en deux ici. En deuxième, et puis en premier, parce que c'est plus simple, on va regarder ce qui se passe ici. Pourquoi je le mets en 1? Parce que si vous regardez dans la littérature thermodynamique, on vous donne souvent le potentiel du couple F2, F-.
et on ne vous parle pas de HF. Et ça veut dire que il est pris quelque part là où il n'y a pas de HF, où il y a juste du F-. Et le potentiel, je l'écris déjà ici, le potentiel standard du couple F2, F-, c'est 2,87 volts. 2,87 volts. Donc c'est quand même élevé, hein, ok? 2,87. Et vous allez voir que ça nous suffit, on n'a pas besoin d'autres données thermodynamiques pour même savoir ce qui va se passer ici. Vous allez voir, c'est ça qui est quand même beau. Alors, si vous regardez dans la littérature thermodynamique, vous trouvez quelquefois que le potentiel du couple F2HF, okay, à pH égale 0, il faut que ce soit précisé, ça va être aux alentours de 3,1 volts. Et donc, vous allez voir que dans 10 minutes, on aura trouvé nous-mêmes ce résultat. Vous allez voir. Donc avant de dessiner, hein, on a dit pH pour l'instant, pH supérieur à 3,2. Donc on sait que, on pose cette hypothèse, que F- est l'espèce réduite, elle est largement majoritaire, et donc maintenant je peux écrire la demi-réaction redox entre F2 et F-. Vous voyez, quand je dis ça, j'ai conscience que c'est ça votre problème, c'est que vous avez du mal à différencier la répartition des espèces en fonction du pH, ça c'est une chose, et ensuite, maintenant, hein, on fait le raisonnement, une fois que ça c'est clair, je regarde la répartition redox, vous voyez, mais cette fois-ci, ce n'est pas en fonction du pH, c'est en fonction du potentiel. Vous voyez, donc, quand on construit un diagramme bidimensionnel, évidemment, il y a deux directions, et ces deux directions qui ont un sens physico-chimique, en l'occurrence. Donc, ici, on sait que, eh bien, ça sera F2 plus 2 électrons va donner 2 F-. Ça, c'est la demi-réaction redox entre l'oxydant et le réducteur. Et c'est le potentiel standard de ce couple qui vaut 2,87 volts. Vous le trouverez dans la littérature. Encore une fois, des fois, peut-être vous trouvez 2,86, 2,88, je ne sais pas. 2,87, je n'ai jamais fait personnellement les mesures. Donc, on va croire, entre guillemets, à cette valeur. On l'admet. OK? Donc, maintenant, l'étape suivante, comme d'habitude, vous écrivez le potentiel de Nernst, parce que c'est ça qu'on représente. Nous, on veut voir si ce potentiel évolue en fonction de X, du pH en l'occurrence. C'est 2,87 plus 0,059 divisé par 2, parce qu'il y a 2 électrons, logarithme base 10, côté donc l'activité du fluor, on va mettre concentration du fluor, pourquoi pas, divisé par F- au carré. D'accord? Alors, est-ce que ce potentiel dépend du pH? Est-ce que dans cette écriture-là, vous avez des concentrations en H+, qui apparaissent ou des concentrations en OH-? Vous êtes comme moi, hein, malgré les lunettes, non. OK? Donc, ce potentiel est évidemment constant en fonction du pH. OK? Ça vaut 2,87. C'est une droite horizontale. Donc, c'est pour ça que c'est hyper facile. Hein. En dessous de cette droite, c'est F- qui est stable. Au-dessus, c'est F2. OK? Donc, voilà. OK. Alors, nous, ce qu'on a vu à l'instant, c'est que le potentiel, d'autant plus que si vous considérez que vous représentez le potentiel standard, ne dépend pas du pH, d'aucune manière, et donc il vaut 2,87. Donc 2,87, c'est par là. Donc ici, voilà, vous avez une droite horizontale. Au-dessus, c'est F2, en dessous, c'est F-. Voilà ce qu'on déduit directement de nos premiers calculs. Donc ça, c'est hyper simple. On a représenté une répartition des espèces en fonction du potentiel, donc sur la verticale. Au-dessus du potentiel standard, évidemment, l'espèce prédominante, c'est F2. On a déjà fait le calcul plusieurs fois avec vous. En dessous, c'est l'espèce réduite F-. Ça va? Voilà. Et maintenant, on se pose la question,
Qu'est-ce qui se passe lorsque le pH est inférieur à 3,2? Donc il faut réécrire les équations de Nernst. Donc ici, on va effacer tout ça. Cette fois-ci, lorsque le pH est inférieur à 3,2, le demi-équilibre, voilà, c'est toujours 2 électrons, mais cette fois-ci, ici, c'est plus F-, c'est HF. D'ailleurs, on va en mettre 2, parce que là, on a 2 fluors, 2 HF. Hein, ce n'est pas F-, l'espèce prédominante, c'est 2 HF. Donc, je suis obligé d'en tenir compte. Hein, sinon, le calcul que j'ai fait avant, ça ne servait à rien. Vous voyez bien que le demi-équilibre, là, n'est pas complet, n'est pas écrit correctement. Qu'est-ce qui manque? 2H+, évidemment, hein, ici. Donc, vous voyez, ça, c'est important. On voit que, tout de suite, on le voit, avant même d'écrire l'équation de Nernst, que probablement, le potentiel de ce couple va dépendre du pH, puisque ici apparaît H+. Oui. C'est ça qu'on veut montrer. Alors, on écrit l'équation de Nernst relatif à cet équilibre. Alors, on ne connaît pas le potentiel standard. Hein. On considère pour l'instant qu'on ne le connaît pas. On va le calculer ensemble, vous allez voir, on va le trouver par une méthode mathématique simple. On ne connaît pas ce potentiel. Donc, j'écris E01 plus 0,059 divisé par 2, parce qu'il y a toujours 2 électrons, logarithme. Alors, côté oxydant, qu'est-ce qu'on a? F2. On a H+ au carré et on a HF au carré. OK? Dans l'équation de Nernst, je vous rappelle, c'est toujours l'oxydant, côté oxydant divisé par côté réducteur. Moi, ce que je veux représenter, je considère que dans mon diagramme, je représente le potentiel standard. Hein. Les courbes que je représente, c'est ça. Hein. Il y a autant de F2 que de F-. Et donc, je considère que ça, là, divisé par ça, ça fait 1. Et donc, là-dedans, il me reste juste, hein, donc j'écris bien que c'est le potentiel standard, on l'appelle apparent d'ailleurs. Hein. C'est un E01 que je ne connais pas, plus 0,059 divisé par 2 log de H+ au carré. Je reviens un instant en arrière. Hein. Ce n'est pas, je sais pas, un tour de passe-passe ni de magicien. C'est un choix que je fais de dire que la concentration de l'oxydant et du réducteur, leur rapport, c'est égal à 1. Je choisis de représenter un diagramme qu'on appelle le potentiel standard apparent. Mais si vous, dans la vraie vie, un jour, vous devez calculer un diagramme potentiel pH et que vous connaissez ce rapport, il faut l'introduire. Hein. Mais il va juste y avoir une constante, c'est-à-dire que vos courbes seront un peu décalées. Mais l'allure générale sera exactement la même. OK? Donc ça, c'est juste par simplification. Je dis, je prends le cas standard, c'est-à-dire autant d'oxydants que de réducteurs. Hein, j'ai le droit de faire ça. D'ailleurs, je vous rappelle, dans la littérature, on vous donne des potentiels standards toujours. Hein. OK, donc il me reste ce potentiel apparent. Hein, je considère qu'il y a autant d'oxydants que de réducteurs. Il me reste ça. Mais vous voyez que le potentiel apparent dépend évidemment du pH. Et vous voyez bien que sa dépendance, c'est la même que ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'eau. Vous voyez, vous sortez le carré, et le 2 il vient devant, il simplifie avec le 2, et évidemment pH c'est moins log base 10 de H+, et donc qu'est-ce qui me reste? Le potentiel standard apparent égale E01 moins 0,059 pH. Voilà. Donc, entre pH 0 et pH 3,2, donc dans la zone qui est ici, le potentiel standard n'est pas constant, alors qu'il était constant, vous voyez, dans les pH plus élevés. Et sa pente, elle est comment? Les droites affines, hein, vous êtes des spécialistes, j'espère. La pente est négative. Ça veut dire quoi qu'elle est négative? C'est-à-dire que la droite, elle sera comme ça, ou elle sera comme ça? Hein? Il me montre avec les mains, mais je ne sais pas dans quel sens ça va chez vous. Non, comme ça, évidemment. Hein. OK? Une négative, ça veut dire que ça descend. C'est-à-dire qu'à partir de là, si vous allez vers les pH plus petits, ça va monter. Hein. OK? Parce qu'une pente qui est négative, c'est on part de là et on va vers là. C'est bon?
Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire, où est-ce que la droite va partir d'ici? Parce que vous voyez, elle va être plus haute, vous êtes d'accord? C'est plus que 2,87, parce que ça va monter. C'est quoi l'astuce? Je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos. Ce n'est pas la peine de faire des calculs très sophistiqués. On utilise le principe de la continuité des potentiels. Ça veut dire que à cet endroit particulier que je vais encercler comme ça, à cet endroit, c'est la fin de la droite qu'on a déterminée tout à l'heure, mais c'est le début de ma nouvelle droite. Vous êtes d'accord? Parce qu'il n'y a pas on n'est pas en mécanique quantique, hein. Il n'y a pas de saut quantique entre les deux droites. Il y a une continuité. Bon, en plus, chez nous, il y a un angle, mais en réalité, vous savez bien, hein, la concentration, elle varie doucement. Hein. Donc, normalement, ça serait arrondi si vous faites les calculs de manière très précise. Mais ça, c'est un autre problème qu'on verra plus tard. Donc, ici, je dis, c'est le début de ma nouvelle droite. Ben, ça, c'est bien, hein, parce que quand vous avez une droite affine comme ça, et que vous connaissez un point, ça veut dire que vous pouvez déterminer totalement l'ordonnée à l'origine. Vous êtes d'accord? Ben, comment on fait? Vous rentrez la valeur du pH de ce point, on le connaît, c'est 3,2, et on connaît le potentiel, c'est 2,87. Et donc, vous allez trouver le E01. Vous voyez? Ça, c'est un travail qu'on a appris normalement au collège, ou éventuellement en seconde. Vous voyez? Un peu un travail sur les droites affines. Donc, vous me dites combien ça fait, c'est très simple. Hein? Ben, ici, vous mettez 3,2. Vous voyez bien que moins 0,059 fois 3,2, ce moins, quand il va aller de l'autre côté, il va devenir plus. Donc en fait, c'est 2,87 plus 0,059 fois 3,2. Et ça me donne combien, s'il vous plaît? 3,05. Voilà, donc on est ici, on est par là. Et voilà, on a presque fini. On va juste encore écrire là-dedans les zones. Ici, vous voyez, je la représente exprès un peu large, cette zone. Ici, vous avez HF, et bien sûr en haut, toujours F2 qui ne change pas de forme. Okay, donc après, il faut bien enlever ça. Voilà. Et ça, tu vois, je vous conseille de commencer à construire 5 fois de suite, à partir d'une feuille blanche, un diagramme aussi simple que ça. Parce que si vous êtes capable de faire ça rapidement et que tout est clair, eh bien vous aurez confiance en vous et ensuite vous pouvez vous attaquer à des diagrammes potentiel pH un peu plus sophistiqués. Oui, donc c'est tout simple. Et vous voyez que du coup, on a trouvé ce potentiel standard qui vaut 3,05. Vous voyez, on l'a juste trouvé graphiquement. Enfin, graphiquement. On a considéré, je vous rappelle, je le répète encore une fois, la continuité de ces courbes potentiel pH. Et donc, quand vous avez fini un point, une droite, là, eh bien, la nouvelle, elle partage avec l'ancienne ce point. Et donc, on connaît un point d'une droite. Dès que vous connaissez un point d'une droite, vous connaissez totalement la droite.